Le chef du réseau d'Al-Qaïda dans la péninsule arabe, numéro 2 du groupe Al-Qaïda, a été tué au cours d'une frappe américaine au Yémen. Information confirmée par le porte-parole du groupe terroriste. Un accident entre un train de passagers et un camion poids lourd a fait au moins 17 morts près d'El Faes, au sud-ouest de Tunis. Un drame dû à un excès de vitesse des deux véhicules selon les autorités. L'Union africaine appelle le pouvoir à rediscuter le calendrier des élections et annonce l'envoi d'experts militaires pour superviser le désarmement des groupes affiliés aux partis politiques. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Le chef du groupe terroriste Al-Qaïda dans la péninsule arabe n'est plus. Il a été tué au cours d'une frappe américaine au Yémen. La nouvelle a été confirmée par le porte-parole du groupe qui a également annoncé son remplacement par le chef militaire du groupe. Les détails. Il est le nouveau leader du groupe Al-Qaïda. Kassim Al-Rimi a été nommé en remplacement de Nasser Al-Waishi. La nomination du chef militaire d'Al-Qaïda à la tête du groupe djihadiste fait suite au décès de celui qu'on considérait comme le numéro 2 du groupe. Nous, au sein de l'organisation Al-Qaïda dans la péninsule arabe, nous annonçons à l'Oumma musulmane la mort du leader Nasser Al-Waishi, que Dieu ait miséricorde. Il a été tué par une frappe aérienne américaine qu'il a visée, lui ainsi que deux autres camarades moudjahidines. Nasser Al-Waishi a été tué dans la région du Hadramou, à l'est d'Aden. Il avait été désigné en 2013 adjoint au chef du réseau Al-Qaïda. Le réseau Al-Qaïda est considéré par Washington comme la branche la plus dangereuse du mouvement islamiste, le groupe étant à l'origine de plusieurs tentatives d'attentats aux États-Unis, dont une tentative d'attaque contre un avion de ligne à Détroit en 2009. Les États-Unis avaient annoncé en octobre 2014 offrir 45 millions de dollars de récompense pour la capture de 8 des dirigeants du groupe, dont son désormais ex-leader Nasser Al-Waishi. La capitale du Tchad, N'Djamena, a été frappée hier pour la première fois par un double attentat suicide qui a fait 23 morts. L'attaque est attribuée à Boko Haram, le groupe islamiste nigérian contre lequel le Tchad est engagé en première ligne. Les images. Les deux attaques ont visé le commissariat central de N'Djamena et l'école de police, faisant 23 morts et 101 blessés, a annoncé le gouvernement tchadien dans un communiqué. Le double attentat n'avait toutefois pas été revendiqué lundi soir. Après les attaques, de nombreuses forces se sont déployées dans la ville où les mesures de sécurité avaient été considérablement renforcées depuis plusieurs mois face à la menace d'attaque du groupe islamiste. Le gouvernement a tenu une réunion de crise en l'absence du président Idriss Déby Itno qui devait rentrer d'Afrique du Sud où il a participé au sommet de l'Union africaine. N'Djamena ne se trouve qu'à une cinquantaine de kilomètres du nord-est du Nigeria où sévissent les islamistes. Mais la ville, où est basé un important contingent militaire français, est relativement sûre et quadrillée par des forces de sécurité et les services de renseignement tchadiens. La France, l'ancienne puissance coloniale, a assuré le Tchad de son soutien dans la lutte contre le terrorisme dans une déclaration du ministère français des Affaires étrangères. Après le Mali, le président Déby a engagé son armée en février au Nigeria contre les islamistes nigérians dont le chef Aboubakar Shekau a menacé à plusieurs reprises de s'en prendre aux intérêts tchadiens. Le pays redoutait depuis des mois des attentats de ce genre sur son sol. Il a toutefois déjà subi des raids de combattants de Boko Haram sur les rives du lac Tchad. Et parlons toujours du double attentat au Tchad avec un bilan de 23 morts et une centaine de blessés. Pas de doute pour François Hollande. Le président français a affirmé lundi à Alger que le mouvement islamiste radical Boko Haram en est responsable. La rencontre entre le président français et son homologue d'Algérie s'est accentuée en partie sur la question du terrorisme grandissant en Afrique. François Hollande a salué le combat commun mené par Paris et Alger contre la menace djihadiste. C'était quelques heures après l'annonce par la Libye de la mort du chef Mokhtar Belmokhtar. Quant au double attentat suicide qui a pour la première fois frappé la capitale tchadienne N'Djamena, il a souligné sa préoccupation et sa solidarité. Mais il pointe du doigt Boko Haram. Nous avons aussi abordé toutes les questions internationales, y compris les plus difficiles, la Libye,
La question aussi du Sahel, la lutte contre le terrorisme, avec ce qui vient de se passer au Tchad. Avec un attentat terroriste particulièrement barbare. Je ne fais pas de doute que c'est Boko Haram qui en est le responsable et qui devra rendre compte de cette horreur nouvelle. Les deux attaques ont visé le commissariat central de N'Djamena et l'école de police, selon le gouvernement tchadien. La France, l'ancienne puissance coloniale, a assuré le Tchad de son soutien dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad est un allié de poids pour Paris dans la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique sahélienne et l'armée française a établi à N'Djamena l'état-major de son opération Barkhane de lutte contre ces groupes. En bref, à présent, un tribunal égyptien a confirmé ce mardi la peine de mort qu'il avait infligée il y a un mois à l'ex-président islamiste Mohamed Morsi pour s'être évadé de prison lors de la révolte de 2011 et pour avoir planifié des attaques. Un peu plus tôt dans la journée de ce mardi, le même tribunal avait condamné Mohamed Morsi à la prison à vie pour espionnage. Le 21 mars dernier, dans un premier procès, il avait déjà écopé de 20 années de prison pour incitation à la violence contre des manifestants en 2012. Précisons que les verdicts de ces 3 premiers procès sur les 5 qui sont intentés à Morsi ont été prononcés en première instance et sont susceptibles d'appel. Au Cameroun, depuis le début des affrontements avec Boko Haram dans le Grand Nord, les autorités locales ont imposé un couvre-feu journalier. Une manière pour elles de cibler les adeptes du groupe djihadiste qui exécutent des attaques. Reportage. Depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram dans le Grand Nord du Cameroun, les autorités administratives ont imposé un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Une manière pour elles d'identifier les adeptes de cette nébuleuse secte islamique qui opère à l'aide des engins à 2 roues. La conséquence directe d'une telle mesure est la restriction des déplacements dans cette partie du pays. Ce couvre-feu, vraiment, c'est un handicap indéterminé. Nous sommes rentrés avant 20h et dans le cas où ça nous prend, nous sommes obligés de rentrer toujours à pied. Cette mesure sécuritaire, bien qu'applaudie, crée un manque à gagner pour les conducteurs de moto. Ces derniers ne cachent pas leur état d'âme. Bon, maintenant, avant, on travaillait les taxis moto jusqu'à 22h, jusqu'à l'heure. Et maintenant, ça est devenu jusqu'à 22h. Nous, on est très perdants. On est très perdants. Sinon, avant, on travaillait jusqu'au petit matin, on s'en sort, on trouvait plus de 5 000, 10 000, on s'en sort avec notre famille. Mais comme c'est la décision du gouvernement, on ne peut autrement. Les irréductibles ont préféré changer d'activité. Les camarades sont déjà partis à Yaoundé à cause des taxis moto dans la rue sont déjà arrêtés. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Pour les autorités camerounaises, cette interdiction sera levée quand les populations et les biens seront sécurisés. Un accident entre un train de passagers et un camion poids lourd a fait au moins 17 morts et quelques 70 blessés ce mardi près d'El Faes, au sud-ouest de Tunis. Un drame dû, selon les autorités, à un excès de vitesse des véhicules. Le bilan peut encore augmenter, ont prévenu les autorités tunisiennes. La majorité des victimes sont des passagers du train, a indiqué le ministre des Transports, ajoutant que les 2 conducteurs étaient en excès de vitesse. En effet, c'est le camion qui a été heurté par le train et qui a ensuite déraillé. L'Union africaine a annoncé hier lundi l'envoi au Burundi d'observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires pour superviser le désarmement des groupes affiliés aux partis politiques. Elle a aussi appelé le pouvoir à rediscuter le calendrier des élections. Reportage. Ce groupe d'experts aura pour mission notamment de vérifier le processus de désarmement des milices et autres groupes armés au Burundi, mais aussi veiller aux conditions pour la réorganisation d'élections libres, justes, transparentes et crédibles. C'est ce qu'a décidé le 25e sommet de l'organisation panafricaine à Johannesburg. We are hoping to deploy at least 50. Nous espérons déployer au moins 50 experts. Nous discutons en ce moment avec le gouvernement et la réponse initiale a été positive. La mission de ces experts sera d'observer ce qui se passe, mais aussi de conseiller la police, si besoin, et d'être réellement constructifs dans leur approche pour promouvoir le dialogue, la paix et aussi le respect des droits de l'homme dans le pays. Dialogue to promote peace, to promote also respect of human rights in the country.
L'appui d'experts ou observateurs extérieurs fait partie des requêtes de l'opposition burundaise. Ces experts seront issus de la région et d'autres régions du continent en collaboration avec le gouvernement et les autres parties concernées. Le Burundi est sous haute tension depuis 1 mois et demi suite à la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat après 10 ans de pouvoir. Ce qui a déclenché le 26 avril un mouvement de contestation et des violences qui ont fait une 40aine de morts. Plus de 100 000 Burundais ont fui vers les pays voisins, terrorisés notamment par des milices fidèles au président. L'opposition menace de boycotter les élections, déjà reportées une fois, estimant que le climat d'insécurité ne permet pas la tenue du scrutin aux dates fixées unilatéralement par le pouvoir, le 29 juin pour les législatives et le 15 juillet pour la présidentielle. Le 17 juin 2015, c'est l'échéance fixée pour le passage de l'analogique au numérique des États membres de l'Union internationale des télécommunications. À la veille de cette échéance, il est constaté que beaucoup de pays africains ne pourront pas respecter ce délai. Au Bénin, par exemple, cette date ne sera pas respectée parce que les études préalables à ce transfert ont accusé beaucoup de retard. Suivons ici les explications du coordonnateur de la Commission nationale de la migration de l'analogique au numérique au Bénin. Le numérique, c'est plus de chaînes de télévision, meilleure qualité d'image, meilleure qualité de son et moins de consommation d'énergie. En basculant de l'analogique au numérique, si dans le système analogique, une fréquence qui est une ressource radioélectrique ne peut relayer qu'un seul programme, en basculant au numérique, une fréquence peut désormais relayer au moins 18 programmes télévisuels. Et premier grand rendez-vous, celui du 17 juin 2015, concerne la télévision numérique terrestre. Celui du 17 juin 2020 va concerner la radiodiffusion numérique terrestre. Je puis vous dire que depuis le 24 février 2014, nous sommes aux portes aujourd'hui de la signature de la convention de financement en ce qui concerne tout le pôle technique de notre plan de passage au numérique, de notre schéma directeur de passage au numérique. Et c'est évalué à peu près à 35 milliards 520 millions. Si le financement est signé aujourd'hui, nous pouvons logiquement nous attendre à un déploiement graduel du réseau de diffusion numérique, ce qui pourrait nous conduire au premier trimestre 2016 pour la couverture totale du réseau numérique en ce qui concerne le Bénin. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.